Bonjour à tous, donc nous nous retrouvons pour un premier chapitre de géographie de terminale, mer et océans au cœur de la mondialisation. Les mers et océans couvrent 71% de la surface du globe et représentent 97% de l'eau sur Terre. Ces espaces maritimes jouent un rôle fondamental dans l'économie mondiale, ils fournissent de nombreuses ressources et sont les supports d'intenses échanges dans le contexte de maritimisation. Ils sont au cœur des enjeux de la mondialisation. Deux notions sont au cœur de ce chapitre, la mondialisation et la maritimisation. Cette dernière est le processus conduisant à l'accroissement de l'exploitation des ressources des mers et des océans et à l'essor des échanges par voie maritime en lien avec la mondialisation. Donc, l'objectif de ce chapitre est de comprendre comment les espaces maritimes s'insèrent-ils dans la mondialisation. Donc, en classe, nous avons commencé par une étude de cas consacrée à la mer de Chine méridionale pour montrer que celle-ci était un espace maritime au cœur des enjeux de la mondialisation. Cette mer de Chine méridionale, c'est 3,5 millions de kilomètres carrés, 10 pays riverains et à peu près 380 millions d'habitants. Nous avons donc montré que c'était un espace maritime aux forts enjeux économiques, puis un espace maritime hautement stratégique, et donc un espace maritime sous forte tension. La mise en perspective à l'échelle mondiale va donc nous permettre de comprendre les enjeux économiques de ces espaces maritimes, mais aussi les enjeux stratégiques et enfin les enjeux de territorialisation. Les mers et les océans sont des vecteurs essentiels de la mondialisation. 90% de ce que nous consommons passe par la mer, 7% de croissance annuelle pour les flux commerciaux maritimes et 1,3 million de kilomètres de fibres optiques passent sous les mers, pour effectivement 99% de notre trafic international de téléphones ou de données. Les mers et les océans sont devenus les vecteurs des échanges mondiaux par l'essor des transports maritimes. Ils représentent aujourd'hui 85% du commerce international de marchandises en volume. Leur croissance a quadruplé en 50 ans et elle a été 2 fois plus rapide que celle de l'économie mondiale. Cette domination des flux maritimes caractérise la maritimisation de l'économie. Les ressources maritimes sont de plus en plus exploitées. Les ressources halieutiques, par exemple, c'est 80 millions de tonnes de poissons qui sont pêchés par an avec la Chine qui est le principal producteur et exportateur, et l'aquaculture représente 30 millions de tonnes pêchées par an. La mer apporte aussi des ressources énergétiques et minérales. Les ressources fossiles, par exemple, c'est 30% de la production mondiale d'hydrocarbures qui est offshore et un quart des réserves connues. Il y a aussi des ressources renouvelables avec les énergies marines renouvelables comme l'éolien, la marée motrice ou thermique. Et puis des ressources minérales avec les nodules métalliques ou le sable, par exemple. Les mers et les océans sont aussi des ressources pour le tourisme et les loisirs avec les activités de croisière, par exemple dans la mer des Caraïbes, ou encore le tourisme balnéaire et les ports de plaisance. Ce sont aussi des espaces majeurs de circulation et d'échange. La maritimisation des économies s'est développée grâce à une véritable révolution des transports maritimes. Elle a permis de réduire les coûts et les temps de transport. Le gigantisme, la spécialisation des navires, la conteneurisation sont des innovations importantes de la fin du XXe siècle. Le marché est dominé par des grandes compagnies maritimes et des pavillons de complaisance. Les infrastructures portuaires se sont adaptées à ce développement des flux maritimes, par exemple avec le développement de terminaux spécifiques pour les porte-conteneurs ou la construction de ports en eau profonde, comme le port de Ningbo en Chine. Les flux maritimes sont de nature diverse, matériels ou immatériels. Les flux de marchandises, par exemple, concernent les produits agricoles, énergétiques, les minerais, mais aussi les produits manufacturés. Et puis les flux d'informations et de capitaux, c'est 90%, par exemple, des télécommunications et de l'Internet qui passent par des fibres optiques qui sont posées au fond des mers. Il y a aussi les flux de population qui sont importants. Avec les touristes, par exemple, en 2019, il y a eu 28 millions de croisiéristes et puis des migrants. Certains flux sont illicites, comme l'immigration clandestine ou les drogues. Les espaces maritimes sont parcourus par de nombreux échanges. La route circumterrestre relie les principaux pôles de l'économie mondiale, la triade élargie. En fait, la géographie des échanges maritimes se calque sur les espaces majeurs de la mondialisation. Certaines façades maritimes sont des interfaces majeures de la mondialisation. Le littoral de l'Est et du Sud-Est asiatique, qui compte les plus grands ports mondiaux, la North Range, avec Rotterdam, les façades occidentales et orientales de l'Amérique du Nord, certains détroits comme Gibraltar, Ormuz, Malacca, et canaux comme Suez et Panama, qui constituent des points de passage stratégiques. Une façade maritime, c'est un espace littoral aménagé où les ports servent d'interface entre un arrière-pays terrestre et un avant-pays maritime.
Des mers sont également intégrées à la mondialisation, la Méditerranée, le Golfe du Mexique et la mer des Caraïbes. Puis il y a d'autres territoires maritimes qui connaissent des dynamiques contrastées entre marginalisation, comme le littoral africain ou l'Amérique latine, et l'affirmation, comme en mer Caspienne ou l'océan Arctique, qui est une nouvelle route encore peu utilisée. Les grands ports sont des hubs. Un hub, c'est un point de réseau, un aéroport, un port, qui draine des passagers et des marchandises pour les redistribuer à une échelle internationale. Les ports asiatiques dominent la maritimisation. En 2019, par exemple, 14 des 20 premiers mondiaux étaient asiatiques, dont 9 chinois. Ils se diversifient aussi avec des zones industrielles-portuaires, des zones de commerce ou de tourisme, et développent leurs infrastructures pour accueillir des navires de toute taille. Une dernière partie, mer et océan, entre appropriation, protection et liberté de circulation. Les mers et océans sont à la fois des espaces de libre circulation, mais aussi des territoires, en partie contrôlés par les États. Les zones économiques exclusives, par exemple, représentent 36% de la surface des mers et des océans de la planète. Ce sont des espaces réglementés. Le droit à la mer a été défini par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay en 1982. Elle réglemente la territorialisation des mers et des océans en définissant plusieurs espaces maritimes, les eaux territoriales, les ZEE et la haute mer. Le principe de liberté de circulation est garanti. Les océans n'appartiennent à personne et sont ouverts à tous en dehors des eaux territoriales. La haute mer ou les eaux internationales, c'est 64% des océans. Ils sont définis comme biens communs mondiaux. En fait, tous les États peuvent avoir un certain accès aux ressources biologiques marines. Les délimitations de ZEE sont parfois des sources de conflits. En effet, il peut y avoir des chevauchements et donc des tensions entre les États riverains. Il y a aussi la possibilité d'une extension de la ZEE sur le plateau continental. Et puis certains pays, comme les États-Unis ou la Turquie, n'ont pas signé, n'ont pas ratifié la Convention. Les rivalités des grandes puissances s'expriment aussi sur les mers. Elles multiplient des bases navales le long des routes maritimes majeures, et puis nous avons déjà vu le cas de la Chine méridionale, par exemple, dans l'étude de cas. Une dernière limite, la liberté de naviguer sur les océans, qui est aussi de plus en plus menacée par la piraterie. Ce sont des espaces menacés qu'il faut protéger. Les océans et les mers sont menacés par les activités humaines. La surpêche affecte de nombreuses espèces, le thon rouge par exemple. Il y a aussi de nombreuses pollutions avec les marées noires, les déchets plastiques, avec 10 millions de tonnes de plastique qui sont rejetées chaque année. Les espaces maritimes sont aussi victimes du réchauffement climatique qui entraîne une hausse de leur niveau et menace directement les populations qui vivent sur les littoraux. Enfin, les gouvernements, incités par les ONG comme Greenpeace, créent des aires marines protégées, AMP. Aujourd'hui, elles ne couvrent que 6% des océans. La mondialisation place donc les espaces maritimes au cœur des échanges. Les littoraux sont les interfaces privilégiées, les ports et les zones portuaires sont de véritables portes d'entrée de l'économie mondialisée. Les grandes routes maritimes qui sillonnent le globe permettent le commerce et les échanges internationaux. Les routes maritimes deviennent des enjeux stratégiques importants, tout comme l'ensemble des océans et des mers qui regorgent de richesses à exploiter. Parce que de leur contrôle dépend la maîtrise des échanges et des flux d'approvisionnement des États, les espaces maritimes constituent un enjeu majeur de la mondialisation. Voilà, c'est terminé pour ce premier chapitre de géographie sur les mers et les océans. Je vous retrouve très bientôt en classe.